Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Les parlementaires ont adopté hier le budget de l'État, exercice 2017. Au cours de cette plénière, plusieurs invectives ont été proférées entre les députés du groupe parlementaire, les libéraux démocrates et ceux de la mouvance présidentielle. L'insécurité bat plus à son plein à Conakry que dans les deux préfectures riveraines de Breka et Koya. En tout cas, c'est le résultat d'une enquête dont les conclusions ont été présentées hier au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La CEDEAO a fait chou blanc en Gambie. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest n'ont pas réussi à convaincre Yaya Jammeh. Après 22 ans de pouvoir, il refuse de partir et il conteste toujours les résultats de la présidentielle qui le donne battu par son principal opposant. C'est tout pour les titres. 15 328 milliards, c'est le budget de l'État guinéen, exercice 2017. Il a été adopté hier après-midi par les députés. Au cours de cette plénière, le groupe parlementaire, les libéraux démocrates, s'est abstenu, tandis que celui de l'Alliance républicaine et le RPG Arc-en-Ciel ont adopté à l'unanimité ce budget. Saloum Kondé. Il y a des symphonies plus que toi. Il y a des symphonies plus que toi. Un concert d'insultes à l'hémicycle au cours de l'adoption du budget national de 2017. Cette incompréhension entre les élus du peuple est née de l'abstention observée par le groupe parlementaire, les libéraux démocrates pendant l'adoption. Ils ont constaté que les définitions des politiques sectorielles ne prennent pas entièrement en compte les objectifs du développement durable. Pourtant, le budget 2017 a connu une légère augmentation et les secteurs de l'eau, l'électricité et les travaux publics sont prioritaires. Mais les libéraux démocrates pensent que l'éducation et le développement rural semblent être la priorité. Le projet de budget pour l'année 2017 reste très fragile, malgré l'augmentation des recettes intervenues au cours de nos travaux. Nous restons convaincus qu'il y a encore des poches de recettes qui ne sont pas encore visitées, surtout dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime, des télécoms, des mines. Nous avons réservé un vote positif pour le volet recettes. Nous sommes abstenus pour le volet dépenses. Maintenant, pour le vote général, nous demandons à l'ensemble des députés du groupe parlementaire libéral de s'abstenir de voter ce budget. Après avoir énuméré des sujets qui fâchent, le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel rétorque. Un budget ne peut pas financer les besoins, surtout quand ces besoins sont souvent confondus à des désirs qui n'ont pas de limites. Un budget dans n'importe quel pays du monde finance les priorités, je le répète, et dans nos pays à économie dominée par le secteur primaire, tout est prioritaire. Donc notre budget doit financer les priorités des priorités. Ce qui exige que les maigres ressources soient allouées à de bons projets. Une opposition d'idées farouches s'impose ainsi dans la salle et chacun tente de défendre sa position. Le groupe parlementaire l'Alliance républicaine a donné d'abord une leçon de morale au gouvernement avant de voter à l'unanimité ce budget. Voter le budget et gérer le budget sont deux actes fondamentaux qui se tiennent. Voilà aujourd'hui que les députés du groupe parlementaire Alliance républicaine ont fait leur partition et il revient maintenant aux membres du gouvernement de jouer les leurs. Le taux de croissance est estimé à 4,6%, celui de l'inflation à 6,6% et le taux de pression fiscale environ 19%. Quant aux réserves d'importation, elles sont de 3 mois. Ce sont entre autres critères de ce budget de l'État, exercice 2017. À la fin des travaux, les députés ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Je vous invite à suivre un extrait de ces recommandations avec l'honorable Alpha Mohamed Diallo au micro de Saloum Kondé. L'Assemblée nationale s'est également émue du niveau de dégradation de nos routes comparé à l'allocation budgétaire du ministère du TP.
L'Assemblée nationale s'est préoccupée de l'arrêt du train dénommé Express Conakry et encourage toute démarche susceptible de favoriser son redémarrage. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement l'informatisation des services de la Direction nationale des impôts et son intercommission avec les autres régies financières pour un traitement rapide et sécurisé des recettes, ainsi que son érection en direction générale pour une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale. L'Assemblée nationale encourage le recrutement d'un opérateur technique de surveillance des flux de communication, permettant ainsi de prélever le volume des services voix, SMS et data pour toutes les catégories on-note, off-note, sortant et entrant, international entrant et sortant, ainsi que le trafic autre. L'Assemblée nationale renouvelle son invite au ministre en charge des Finances de procéder au relèvement de la taxe sur les produits toxiques, la taxe à la pollution et dégradation et autres amendes et pénalités sur produits dangereux et polluants de l'atmosphère. L'atelier axé sur la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier a été initié ce mercredi à Conakry à l'intention des acteurs évoluant dans le domaine des mines. L'idée vise à doter la Guinée d'une politique de la RSE dans l'espace minier, une initiative du ministère des Mines, de la Géologie et de la Chambre des Mines avec l'appui du PNUD, compte rendu au Marceau. La Guinée est actuellement engagée dans un processus de réforme de son secteur minier, d'où ce séminaire de formation de 2 jours avec les cadres miniers. La démarche vise à permettre à ce pilier de l'économie de participer mieux au développement durable et intégré du pays. Nous sommes ici pour essayer de définir qu'est-ce que doit être la responsabilité sociale des entreprises minières en Guinée. Alors, ce n'est pas un concept qui est facile, qui n'est pas encore très connu. En gros, c'est tout ce qui est en lien avec les enjeux du développement durable. C'est comment le secteur minier peut participer dans ce pays à amener une dynamique qui aille dans le sens d'un développement qui soit juste, équitable et dont les retombées profitent à la majorité des Guinéens et des Guinéennes. Pour le directeur pays du PNUD, cet atelier est une occasion d'unir les principales parties prenantes autour d'une volonté de définir ensemble les orientations idoines à donner à la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier guinéen. L'initiative pour un développement minier responsable, RMDI, selon son sigle bien connu en anglais, est un cadre propice pour initier une réflexion collective autour des principaux enjeux et défis qu'il convient de relever. C'est pourquoi le PNUD vient en appui au gouvernement à travers le ministère des Mines et de la Géologie en association avec la Chambre des Mines afin de lancer le chantier de la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier en Guinée. La responsabilité sociale des entreprises, une thématique certes peu connue du public. Pour le directeur général des relations communautaires et du développement au niveau du ministère des Mines, cette concertation entre les acteurs évoluant dans le domaine minier permettra de définir des stratégies pour la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'objet de la rencontre. Nous allons nous concerter, nous allons nous mettre d'accord sur les différents volets que cela comporte. Nous allons regarder dans le même sens pour permettre à nos consultants qui sont déjà en train de travailler de voir clair sur la position du Guinéen par rapport à cette question et d'élaborer pour nous une politique nationale de la responsabilité sociétale des entreprises. Les travaux de cet atelier interviennent dans le cadre du processus de la table ronde de haut niveau prévu par le gouvernement en février 2017. Présentation ce mardi des résultats d'une enquête portant sur le diagnostic local de sécurité des communes urbaines de Koya et de Dubreka au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette étude révèle que le taux d'insécurité et de cambriolage est plus élevé à Conakry par rapport aux 2 communes urbaines enquêtées. Le compte rendu est signé Eba Mamoud Alpha.
Ce rapport de l'ONG Cojinta présente le taux de criminalité à travers son ampleur, ses tendances, sa répartition et son impact sur le terrain. Cette étude identifie aussi les sources d'insécurité, établit un profil des victimes et des acteurs. Le diagnostic a mis en exergue quels sont les taux de victimisation, à savoir le nombre de personnes qui déclarent être victimes soit d'une agression sexuelle ou alors d'un cambriolage. Mais non seulement le vécu permet de mesurer de la sécurité, mais il y a aussi le ressenti. Même si on n'a pas été victime, ce que nous pensons de la situation sécuritaire peut déterminer un peu notre situation sécuritaire. Et pour ce qui concerne les communes de Koya et de Breka, on a remarqué que comparativement à Conakry, le taux de cambriolage ou le taux d'agression ou le sentiment d'insécurité est plus élevé à Conakry que Koya et de Breka. La présence des consommateurs et des vendeurs de stupéfiants dans ces localités fragilise la perception des citoyens sur la sécurité dans leur milieu de vie, soulignent les enquêteurs. Et la même source indique que bon nombre de victimes d'agression s'abstiennent de toute déclaration par peur d'être la cible des malfrats. Des quartiers au sein desquels l'indice de sensibilité que nous venons de présenter dans le diagnostic, on a remarqué que ce sont des quartiers au sein desquels non seulement il y a des bagarres, mais aussi il y a de l'insalubrité, la présence des drogues. Ce sont ces quartiers-là qui sont des quartiers problématiques d'un point de vue sécuritaire. Vous savez, il y a une certaine crise de confiance entre la police et la population du fait d'une certaine distanciation. Alors, lors de nos différents entretiens avec les autorités locales et avec d'autres personnes, on a compris que beaucoup de personnes évitent ou refusent de dénoncer les cas de cambriolage, d'agression, parce qu'ils pensent que lorsqu'on dénonce ces cas de cambriolage, on devient en même temps cible favori des délinquants. Ce travail d'analyse qualitative, spatiale et temporaire sur la délinquance et la criminalité est une avancée majeure dans le cadre de l'introduction de la police de proximité en Guinée, d'après le secrétaire général du ministère de la Sécurité. Selon Nawadame, ces résultats éclairent son département sur le regard porté à l'ensemble des services de sécurité par les populations. J'invite donc les différents responsables de la sécurité à vous approprier des résultats d'études pour qu'ils constituent un bréviaire pour l'ensemble de vos actions. Tous ces efforts sont les résultats de la volonté du président de la République, le professeur Alpha Condé, à travers l'ambitieux programme de réforme du secteur de la sécurité qui se fait bien entendu avec l'appui et l'expertise coordonnée des partenaires techniques et financiers PTF. Les communes de Koya et de Dibreka disposent désormais d'un diagnostic de sécurité à l'instar de celle de la capitale Conakry et des Zirikori. Le Front national pour la défense des citoyens était en face des médias ce mercredi à Conakry. Objectif, attirer l'attention de l'opinion nationale sur la violation des droits des citoyens. Une quinzaine de partis politiques constituent cette structure ayant pour intérêt commun la défense des droits fondamentaux du peuple. Le point avec Moussa Sefa Kamara. C'est pour mieux protéger les droits fondamentaux et faire respecter les lois du pays par les gouvernants que cette structure mène ce combat. Le Front national pour la défense citoyenne se fixe comme ambition la restauration des droits légitimes du peuple. Parlant de la nomination des chefs de quartier ou chefs de district, comme prévoit les conclusions du dernier dialogue interguinéen, les membres du Front ne veulent pas l'entendre d'une oreille. La loi est claire là-dessus. Les chefs de quartier, les présidents de district doivent être élus par le peuple. Et nous sommes formels là-dessus. Le Front n'est ni contre Paul, ni contre Pierre, et il ne défend personne, il défend le peuple. Nous avons comme partenaire que le peuple. Nous réitérons notre engagement de continuer à sensibiliser le peuple, à ne pas accepter que leurs droits soient arrachés par un groupe d'individus. Les droits des citoyens sont sacrés et sont intouchables, estime un membre de la structure. C'est quoi les droits acquis? Nous l'avons déjà dit, nous allons le réitérer. C'est le fait que lorsqu'on attribue un droit à un citoyen, on ne peut pas le retirer, quelle que soit la raison. Faut-il qu'on le dise que c'est au nom de la paix? Nous ne croyons pas que le fait de retirer des droits dans les mains des citoyens puisse être vraiment quelque chose qui soit favorable à la paix. Pour le coordinateur du Front, il n'est pas question d'enterrer les lois de la République. C'est pourquoi il continue de se battre pour que les conseillers de quartier et districts soient élus par les communautés conformément à la Constitution. Donc nous allons mener une activité de sensibilisation à travers
un mémorandum que nous avons mis en place. Et ce mémorandum, nous l'avons distribué dans les quartiers et nous sommes passés voir plusieurs mairies de la commune, plusieurs mairies de Conakry, pour sensibiliser la population sur la nécessité de s'opposer à la modification de cette loi. Le front n'est ni pour la nomination des chefs de quartier ou district et non partant de l'accord à son titre 2 du dernier dialogue interguinéen. La session de formation organisée par l'Agence française de coopération média en faveur des journalistes de santé a été clôturée ce mercredi à Koleya. La journée a été mise à profit par les formateurs et le porteur de projet pour formuler des recommandations allant dans le sens de la pérennisation des acquis. Diao Bachir. Ce moment de clôture a été une occasion pour le porteur du projet Guinée Info Santé et surtout les formateurs d'exprimer leur satisfaction à l'endroit des autorités guinéennes et surtout à tous ceux qui ont suivi et tenu avec assiduité durant ces longues semaines de formation. Mais le plus important de cet acquis, selon Dr Mariam Diallo, l'une des formatrices, est la vulgarisation du guide de référence par les journalistes. Je demanderai à la maison de la presse, s'il y a des responsables de la communication dans la salle, au ministère de la Santé, de se mettre ensemble, en dehors de CFI, en dehors de l'ambassade de France, d'essayer de vulgariser, de multiplier ce petit guide qui serait très très utile pour tous nos journalistes. Et le traduire s'il le faut pour les radios rurales. Pour Mohamed Lamine Yansane, représentant le ministère de la Santé, ces séries de formations des hommes de médias viennent réconforter la politique du département dans la lutte et la prévention de certaines maladies. Cette série de formations a été, en tout cas pour le ministère de la Santé, quelque chose de très salutaire et nous pensons que toutes les personnes qui ont reçu ces formations pourront être de véritables partenaires du ministère de la Santé pour la diffusion de la bonne information afin que nous puissions contrôler la plupart des maladies. En octobre 2016, au moins 40 journalistes venus des différents médias privés du pays ont pu renforcer leur capacité de communication sur les problèmes prioritaires de santé. Des prix du concours du CFI ont été remis à certains journalistes qui se sont fait distinguer sur des reportages en santé. En Gambie, l'échec de la mission de la CEDEAO, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas réussi à convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir, un dirigeant qui a fait volte-face et qui conteste les résultats de la présidentielle du 1er décembre dernier. Suivez. Présidente Sirleaf, qu'attendez-vous des résultats des pourparlers? Nous espérons pouvoir parler et veiller à ce que la volonté du peuple l'emporte. Parler, certes, la médiation ouest-africaine a pu parler, mais avancer sur le chemin de la transition, elle en est loin. Car si la présidente du Libéria et 3 autres chefs d'État de la CEDEAO ont bien rencontré le président sortant, Yaya Jammeh, puis le président proclamé vainqueur, Adama Barrow, aucun accord n'a été trouvé. L'opposition réclame toujours le départ de Yaya Jammeh et le même Yaya Jammeh, 22 ans au pouvoir, refuse toujours la défaite. Il dénonce des erreurs inacceptables de la part des autorités électorales et conteste le résultat devant la Cour suprême gambienne. Problème, la plus haute juridiction gambienne n'a pas assez de juges pour juger. Le seul recours, bien sûr, lorsque vous avez un problème avec les résultats de l'élection, c'est de faire appel devant la Cour suprême. Or, la Cour suprême est en sommeil depuis mai 2015. Hier soir, l'armée occupait les bâtiments de la commission électorale, une nouvelle démonstration de force de la part du pouvoir en place. En cas d'échec avéré de la médiation, la CEDEAO pourrait envisager des décisions plus draconiennes, avait averti le président de la commission de la CEDEAO. Mais dialogue ou menace, Yaya Jammeh semble vouloir rester le maître du jeu. L'irrévérence devant la révérence, c'est une vague de fond 2.0, une déferlante sur Internet qui sonne comme un immense éclat de rire numérique, des moqueries qui montrent l'intransigeance des réseaux sociaux avec pour cible, vous allez le voir, l'un des ministres de Paul Biya, le président camerounais. Regardez.
Tout est parti de cette photo. Le ministre des Sports plié en deux pour saluer le président Paul Biya. Un excès de zèle qui a valu à Pierre-Ismaël Bidong-Pouat, le dit ministre, d'être la risée des Camerounais. La courbette fait le tour des réseaux sociaux. Et après le Ice Bucket Challenge, le Mannequin Challenge, voici le Courbet-d'eau Challenge. Chacun y va de sa pose, le pied en l'air, à l'envers, allongé à la chaîne, avec un chien ou les fesses bien en vue. Cela fait des jours que cela dure, mais Charles Elang et son équipe sont toujours pliés en deux, de rire. Internet prend le pouvoir. Donc désormais, quand on est un homme public, on doit faire très attention sur des gestes qu'on fait en public. Parce que chaque geste peut finalement se transformer en une forme de parodie collective. Un peu comme ce que nous voyons aujourd'hui sur notre ministre qui, de façon naturelle, a voulu faire une salutation naturelle, peut-être influencée par une forme de trop de respect que d'autres peuvent considérer comme de la prosternation. Et le Courbet-d'eau Challenge a dépassé les frontières camerounaises. Ici, ce sont des Chinois, là, des policiers français. En tout cas, le principal intéressé ne s'est pas manifesté depuis qu'il est l'objet de ce fou rire viral sur la toile. La Syrie, la guerre sans fin, les bombardements et les combats ont repris ce matin à Alep, là où les forces du régime de Bachar al-Assad veulent faire tomber les dernières poches de résistance rebelle. Après plusieurs heures d'un fragile repli, les civils attendent toujours de pouvoir fuir une ville réduite à l'état de ruine par 4 semaines de combats et de bombardements intensifs. Suivez. Ces bus officiels sont repartis vides. Les milliers d'habitants qui, profitant d'une accalmie hier pour fuir Alep-Est, ont finalement passé la nuit dehors dans un froid glacial. Pris au piège entre les lignes de front, leur évacuation est désormais suspendue. Combats de rue, tirs d'artillerie et bombardements ont repris. Ce matin, la trêve négociée par la Turquie et la Russie a été rompue et chaque camp s'en rejette la responsabilité. Nous voyons bien que le régime et les autres groupes essaient d'empêcher cette évacuation. Ceux qui l'empêchent sont les Russes, l'Iran, les groupes soutenus par l'Iran et par le régime syrien. Personne ne peut blâmer les autres quand il s'agit d'un problème humanitaire. Je pense que les rebelles vont cesser de résister dans les 2 ou 3 prochains jours et la minorité de groupes qui refusent de cesser la résistance, ce sera uniquement son choix. Ce que la France demande, il faut être très précis, c'est la présence d'observateurs des Nations Unies sur place pour avoir une garantie que l'évacuation, qui est une priorité pour la population civile, mais aussi que les combattants ne soient pas massacrés. Sans observateurs internationaux sur place, impossible de savoir si les combattants volontaires bénéficieront bien d'un sauf-conduit pour se retrancher en sécurité dans d'autres villes tenues par la rébellion. Vendredi, les Nations Unies ont dénoncé l'arrestation de centaines d'hommes qui fuyaient Alep-Est. Pas de clémence pour Mohamed Ali Malek. Hier, ce Tunisien de 28 ans a été condamné à 18 ans de prison par le tribunal de Catane en Sicile. Mohamed Ali Malek était entre autres accusé d'homicide. C'était lui le capitaine de ce chalutier dont le naufrage a fait plus de 800 morts en avril 2015. Lui, l'acteur principal de ce drame de l'immigration en plein cœur de la Méditerranée. Regardez. La justice a parlé. 18 ans de prison pour le capitaine tunisien d'un chalutier à bord duquel plus de 800 migrants étaient morts en Méditerranée au mois d'avril 2015. L'homme de 28 ans a été reconnu coupable d'homicide, naufrage et aide à l'immigration clandestine par le tribunal de Catane en Sicile. Jusqu'au bout, il a nié les faits, affirmant n'avoir été qu'un migrant parmi d'autres. Le juge devra justifier les arguments retenus, car nous allons faire appel de ce jugement. Le chalutier surchargé avait fait naufrage au large des côtes libyennes. 28 personnes seulement avaient été sauvées par les gardes-côtes. 800 autres avaient été portées disparues. Une nouvelle qui avait provoqué une vague d'indignation en Italie et encouragé quelques semaines plus tard le chef du gouvernement de l'époque, Matteo Renzi, à faire renflouer par la marine italienne l'épave du chalutier qui gisait à près de 400 mètres de profondeur. À l'issue de cette opération, les plongeurs italiens avaient raconté avoir découvert des corps entassés à 5 personnes sur chaque mètre carré, dans la cale, dans la salle des machines et même dans le puits de la chaîne d'encre.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de la fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 20 h pour une nouvelle édition d'information. Au revoir.